Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI vient d'approuver sans réserve le programme économique et financier du gouvernement congolais, soutenu par la facilité élargie de crédit FEC pour un montant de 1,8 milliard de dollars et le Fonds pour la résilience et la durabilité FEDER à hauteur de 1,1 milliard de dollars américains. Et puis grâce aux réformes engagées et aux stratégies mises sur pied par l'équipe dirigeante chapeautée par Barnabé Mwakadi Mwamba, l'administration fiscale congolaise a enregistré de résultats concluants au cours de l'année 2024, lesquels font de cette régie financière la première pourvoyeuse de recettes publiques. L'année 2024 a été riche en événements à l'Inspection générale des finances IGF et au Fonds de promotion de l'industrie FPI. Dans ce numéro de fiscalité et développement, nous allons vous proposer la rétrospective des activités de ces deux institutions tout au long de l'année 2024. Les développements de ce titre étant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et développement dans une présentation signée Priska Sekanalu Tete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces numéros de votre magazine d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI, a approuvé sans réserve le programme économique et financier du gouvernement de la République démocratique du Congo, soutenu par la facilité élargie de crédit FEC pour un montant de 1,8 milliard de dollars américains et le Fonds pour la résilience et la durabilité, FDR, à hauteur de 1,1 milliard de dollars américains. Cet appui historique totalisant près de 3 milliards de dollars américains illustre les changements profonds en matière de gouvernance économique et financière impulsés sous le leadership éclairé du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, cette approbation ouvre la voie à un premier décaissement immédiat de plus de 240 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement. Selon le communiqué officiel du ministère des Finances, une partie des fonds futurs issus de la FEC ainsi que la totalité des ressources débloquées par le FDR seront dédiées au financement des secteurs prioritaires dans les infrastructures afin de répondre à une des aspirations légitimes de la population congolaise. En ces débuts d'année 2025, la nouvelle province douanière du Lualaba au Lomami s'éveut un maillon fort dans le système de mobilisation des recettes douanières que conduit le directeur général Bernard Kabese Moussangu et son comité de gestion. Pour répondre aux attentes de la haute hiérarchie, le directeur provincial de la DGD à Lualaba au Lomami, Narcisse Pambou, a tenu une réunion stratégique il y a quelques jours avec ses collaborateurs pour la mise en forme pratique des structures provinciales et ainsi maximiser les recettes. Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant, nous donne ici des grandes lignes de cet échange. C'est à Moussombo, dans l'enceinte du concessionnaire Connex Africa, siège provisoire de la direction provinciale de la DGD à Lualaba et au Lomami, que s'est tenue cette réunion d'orientation des actions ramenées pour que 2025 soit une année performante pour cette nouvelle province douanière. Après la nomination de Narcisse Pambou par le directeur général Bernard Kabese à la tête de cette province issue du démembrement de la DGD à Katanga, l'administration douanière centrale accompagne lentement mais sûrement la mise en forme totale des structures de la jeune province douanière du Lualaba et au Lomami. C'est dans ce sens que 6 sous-directeurs ont été affectés à Kolosi pour épauler le directeur provincial. L'occasion était indiquée pour Narcisse Pambou de les présenter aux cadres douaniers réunis en cette salle de fortune.
Liliane Kalala, élevée aux fonctions de sous-directeur de l'administration et des finances, André Munga, retenu ici à Kolwezi après ses performances au bureau de douane de Kolwezi comme sous-directeur du guichet unique. Kazumba Kombo, sous-directeur de la brigade, qui n'a pas encore rejoint son poste d'attache. Pita Kombo, de la réglementation et facilitation, empêché ce jour-là. Kekumba Nkusu dirige désormais le bureau de TFM, Tenke Fungurume Mining, et Mundele Biridois, ancien de Kolwezi et président délégué syndical, promu lui sous-directeur des axes et produits pétroliers. Les inspecteurs et contrôleurs nouvellement affectés dans le Lualaba ainsi que les agents du secrétariat du bureau du DP ont tous été présentés. Nous allons définir la feuille des routes de l'année 2025. Cette réunion a pris sa vitesse de croisière lorsque le directeur Narcisse Pambou a rappelé les missions de la douane et des axes avant de tracer la ligne de conduite de 2025 pour le Lualaba et Olomami. Définir la carte douanière de notre province. Deuxième point, nous allons évoquer la situation du personnel de notre province. Troisième point, nous parlerons de la mobilisation des recettes. Quatrième point, nous allons parler de la couverture de la province par la brigade. Cinquième point, nous ferons allusion au fonctionnement des services provinciaux et opérationnels. Sixième point, le climat dans la province, le climat de la province tout au long de l'année 2025. Et septième point, nous allons parler des divers s'il y aura quelques cas à évoquer. Tout en évaluant avec satisfaction le dernier trimestre de 2025 en termes des recettes, période marquant son arrivée à la tête du Lualaba et Olomami. Par rapport aux recettes, la province du Lualaba et Olomami a quand même atteint ses objectifs tels qu'ils ont été assignés par la direction générale de l'ONERSIS. Parce que là, on avait fini avec 60 milliards, je crois, 60 milliards au mois d'octobre. Par rapport à l'assignation de 68 milliards, il y avait 10 milliards qui n'ont pas été livrés. C'est comme ça qu'au mois de novembre 2024, nous avons mobilisé dans l'ensemble 73 milliards de francs congolais. 73 milliards de francs congolais, contre des assignations de 69 milliards à peu près de francs congolais. Et on avait fait un taux d'exécution de 104%. Ça, c'est au mois de novembre. On va les descendre. C'est vrai que c'était un mois très difficile. On avait des assignations de 69 milliards 728 millions de francs congolais. Nous sommes arrivés à mobiliser 70 milliards 119 millions de francs congolais. Contre des assignations de 69 milliards 728 millions de francs congolais. Soit un taux d'exécution de 101%. Mais par rapport au nivellement, la Banque centrale n'a pas nivellé 1 milliard. 1 milliard 40 millions de francs congolais, je crois. Ce qui fait que dans les tableaux des recettes au niveau de la direction générale, les recettes nivellées, nous étions à 99,12%. Mais j'avais même signifié à la haute hiérarchie que non, mais on a mobilisé plus de 69 milliards, c'est-à-dire on a fait pour nous, on a fait plus 100% parce qu'on était arrivé à 70 milliards 119 millions de francs congolais. Et ces jours-là, en fait, j'avais félicité tous les bureaux, tous les cadres. Alors pour ce faire, d'abord, je voudrais que nous puissions quand même, en fait, nous-mêmes d'abord, en fait, après pour nous-mêmes parce que on a nous avons quand même atteint les objectifs assignés par la direction générale. Voilà, donc je vais dire que le trimestre a été bien clôturé. Donc si nous devons faire un bilan par rapport à la mobilisation des recettes, donc le bilan il est positif. Après 3 mois, nous avons atteint les assignations, nous avons dépassé et nous voulons que l'année qui va commencer soit une année en fait de grandes surprises, c'est-à-dire faire mieux que l'année passée.
Pour cette année 2025, le Lualaba voudrait faire mieux pour répondre efficacement aux attentes de la direction générale. C'est dans ce sens que les bases de l'érection pratique d'une province douanière ont été jetées, en commençant par le repérage de la délimitation géographique et douanière de cette province en vue de déceler et cartographier tous les redevables, miniers ou accisiens ou encore du commerce général. Les questions touchant aux problèmes spécifiques de chacun des 3 bureaux de douane qui composent jusque-là la province ont été passées au peigne fin. Le bureau de Kolwezi, le poumon de la DGDA Lualaba et Lomami, de par sa capacité de production des recettes douanières, le bureau de Tenke-Funguru-Maining, avec sa nécessité d'extension des infrastructures pour un meilleur encadrement des recettes, ça veut dire même en dehors des installations de TFM, et enfin, le bureau de Dilolo avec sa problématique de faible taux de mobilisation à 2% de contribution aux assignations de la province. Tout en attendant de Kinshasa l'affectation ici de plus de moyens, des moyens notamment en termes de personnel, de logistique et même d'infrastructure pour une province douanière pratiquement viable, cette réunion interactive qui a visé les stratégies de mobilisation plus accrues des recettes cette année a touché des points allant de l'administration jusqu'au meilleur climat de travail en passant par la paix sociale, gage de toute réussite. Le directeur provincial du Lualaba douanier a ainsi donné son orientation pour que la direction générale qui a placé sa confiance en sa personne, ainsi qu'en chacun de ses collaborateurs affectés dans cette jeune province, se dise fier d'avoir jeté son dévolu sur ces hommes et ces femmes qui constituent sa base, la base du triangle. Je vais d'abord présenter nos meilleurs vœux à tous les cadres, à tous les agents de notre belle province douanière, celle du Lualaba et Olomami. Que l'année qui commence soit une année de grâce, une année de grande bénédiction pour notre province. Nous voulons que le progrès soit notre esclave au cours de cette année 2025. Que Dieu bénisse notre administration, en commençant par le directeur général Bernard Kabese-Moussam et ses adjoints, tous les directeurs centraux, les directeurs provinciaux, les sous-directeurs centraux et provinciaux, les inspecteurs centraux et provinciaux, les contrôleurs, les vérificateurs assistants, les rédacteurs principaux, les rédacteurs, les commis principaux, les commis et les huissiers, donc que tout le monde soit béni pour l'année 2025. Bonne chance donc à cette jeune province douanière. Les bonnes réalisations de la Direction générale des impôts DGI depuis l'avènement de l'équipe dirigeante chapeautée par Barnabé Mwakadi Mwamba sont sans équivoque. Des réformes engagées et des stratégies mises sur pied ont concouru aux résultats concluants enregistrés par cette régie financière désormais première pourvoyeuse des recettes publiques, comme l'expliquent certains cadres de l'administration fiscale congolaise dans une émission spéciale Fiscalité et Développement présentée par Jérôme Sekana Penepapa. Je vous propose un extrait. Nous sommes en train d'assister à la prolifération des entreprises, surtout de petite taille, parce que tout le monde est en train d'exercer les activités. Mais il faudrait que nous puissions parvenir à une gestion numérique. Cela va permettre en sorte que nous puissions capter tous ceux qui sont en train d'exercer les activités susceptibles de... Pourquoi vous avez lancé la facture normalisée? La facture normalisée fait partie de toutes ces réformes que nous sommes en train de lancer pour pouvoir... Heureusement, c'est lié. Il y a la facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux que nous appelons communément DEF. Le DG a fait du rendement du personnel son cheval de bataille. Ce qui fait que il est entré dans la dynamique de renforcement de capacité. Et vous allez remarquer que depuis que le DG est là, il y a beaucoup d'agents maintenant qui bénéficient des formations sur place et à l'étranger. Oui. Et vous allez voir dans le décret 017, par rapport à l'élément que vous veniez de balancer tout à l'heure, le décret 017
fait en sorte que la formation fasse partie des attributions d'un bureau au sein de la direction des ressources humaines. Mais depuis 2022, le décret 017 a été modifié et complété par les décrets 22/052. Ces décrets a restructuré les services par soit le maintien, la scission ou la création des autres entreprises, des autres directions. Ce qui fait en sorte que maintenant la formation fait partie d'une direction, partie intégrante d'une direction, pour montrer combien on donne de la valeur au renforcement des capacités du personnel. Vraiment, il nous faut des réformes courageuses. Nous venons de le dire, nous avons le potentiel. Le potentiel fiscal y est. Mais il y a quand même un écart entre le potentiel et ce que nous mobilisons. Alors, si nous nous lançons dans la démarche de la gestion numérique, cela va nous permettre vraiment de capitaliser ou bien de mobiliser encore davantage. Donc, ce que nous mobilisons par année, ce sont des minima. Ne vous en faites pas. C'est pas impossible que nous puissions les tripler, même le multiplier par 10 par rapport à nos efforts de mobilisation. Je prends un exemple. Nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés pour gérer les entreprises de petite taille. Souvent, nous assistons à des mouvements, à des disparitions au niveau du répertoire. Aujourd'hui, il est ici, demain, il a changé d'adresse, soit il a changé de nom. C'est difficile de les contribuables qui étaient déjà répertoriés, mais qui glissent dans l'informel. Exactement. Au lieu de monter dans l'informel. Exactement. C'est vrai, un volet est pris en charge dans le décret 22/052 que je viens d'évoquer, parce que j'ai dit la restructuration là a créé d'autres directions. Donc nous aurons la direction des entreprises de petite taille et des particuliers, qui va gérer uniquement les entreprises de petite taille. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut bien le répertorier. C'est vrai, il y a des projets en cours parce que nous avons déjà amorcé des actions, mais il faut parvenir à les finaliser. Nous avons un projet en cours de la biométrisation des données des contribuables et personnes physiques. Si nous parvenons quand même à capter toutes ces personnes physiques, cela va permettre à ce que nous puissions accroître notre assiette. Pourquoi? Parce que avec la biométrisation, supposons qu'un contribuable change d'adresse, ou bien il était à Kinshasa, il part au Katanga. Avec la biométrisation, même s'il veut changer de nom, lorsqu'il viendra pour s'identifier, on comprendra que Mais c'est pourquoi vous délivrez l'identifiant fiscal unique. Exactement, exactement. Donc cela vraiment va permettre à ce que nous puissions booster le recette. La loi des finances pour l'exercice 2025 a assigné le recette des impôts à hauteur de 16 548 milliards. Donc, ça demande à ce que... La barre est très haute, hein, madame. Exactement. Oubliant... C'est pas facile, hein. Exactement. Alors que les réformes battent de l'aile, hein. C'est ce que nous disions exactement. Oubliant les performances que nous avons déjà faites dans le passé. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir atteindre, voire dépasser ces prévisions, comme d'habitude. Mais d'autre part, nous appelons aussi les citoyens à plus de culture fiscale pour permettre à ce que nous puissions donner au gouvernement le moyen de faire sa politique. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur la facture normalisée, des séances d'échange d'informations et des formations sont organisées à Kinshasa du 13 janvier au 14 février 2025 à l'intention des cadres et agents de la Direction générale des impôts DGI. Plus de détails dans cette lecture. Les services sont informés que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur la facture normalisée, il sera organisé à Kinshasa des séances d'échange, d'informations et des formations à l'intention des cadres et agents de la Direction générale des impôts. Les dites séances programmées selon le calendrier 6 juin se dérouleront du 13 janvier au 14 février 2025 à partir de 9h aux lieux respectivement indiqués.
Par ailleurs, vu l'importance de ces séances, le respect de l'horaire et la présence de toutes les personnes concernées sont exigés. Les directeurs chefs des services des ressources humaines, la directrice chef des services de la gestion budgétaire et des services généraux, les directeurs chefs des services de l'informatique, les directeurs chefs des services de l'assiette fiscale, les directeurs des grandes entreprises ainsi que les directeurs urbains et provinciaux des impôts sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette activité. C'est un communiqué fait à Kinshasa le 10 janvier 2025, signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Présidence de la réunion des restitutions des travaux de 2 délégations d'experts et visite des élèves des 5 écoles à la primature à l'occasion du 64e anniversaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba. Voilà quelques activités qui ont marqué la semaine de la première ministre qui vient de s'achever du 13 au 18 janvier 2025. Jocelyn Lomba Baba. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a présidé la réunion de restitution des travaux de 2 délégations d'experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo sur le projet Pont-Route Rail. Cette réunion a servi de cadre d'échange en vue d'aboutir à une concession pour la matérialisation du Pont-Route Rail entre Kinshasa et Brazzaville. Ces projets visent à relever les défis d'intégration auxquels est confrontée la région de l'Afrique centrale. Pour démarrer, les 2 États comptent lever des fonds à hauteur de 700 millions de dollars américains. Les études portent la hauteur du projet autour de 700 millions de dollars, mais il faut bien savoir qu'il s'agit ici d'une première étape parce que c'est un projet qui est appelé à évoluer parce qu'il y a des projets qui vont venir s'arrimer à ce projet principal. On parle aujourd'hui de l'aspect ferroviaire aussi qui sera à un moment donné pris en compte. Donc à ce stade, on peut parler d'un budget d'autour de 700 millions de dollars américains. Les ministres de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux du Congo-Brazza, Jean-Jacques Bouya, a circonscrit les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. Il s'agit d'une concession, donc d'un partenariat entre les 2 États, y compris entre les privés au niveau international. Cela se passe bien. Ce matin, nous avons eu le rapport, le procès-verbal de cette première étape et du travail qui se poursuit. À la fin du mois, nous aurons l'ensemble des conclusions des experts liées donc, à ce travail-là sur le régime financier, fiscal et douanier. Et puis, nous avons regardé aussi, les experts ont regardé les taux de la redevance, de la concession. Là aussi, un examen minutieux qui nous amène effectivement à travailler et faire des propositions de telle sorte que, ou tout aussi flexible pour booster les investisseurs, là, évidemment, les investisseurs auront aussi à faire éventuellement les propositions autour de cette question. Donc, les États sont flexibles et pour booster l'investissement et la réalisation de ce projet. Et enfin, l'intervention des bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs dans le financement de ce grand projet, ces grands projets, y compris les routes d'accès au pont-route rail. Le chronogramme va se mettre en place au fur et à mesure. La République démocratique du Congo commémore avec émotion le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. Un hommage vibrant a été rendu à ce héros national dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore avec force dans le cœur des Congolais et au-delà des frontières. En ce jour de mémoire, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a convié des élèves de différents établissements scolaires de Kinshasa.
L'objectif de cette visite guidée des bureaux de la primature occupée par Lumumba il y a 65 ans était de transmettre l'héritage de cet homme d'État visionnaire et engagé. Ce que Lumumba nous apprend, c'est d'abord l'amour de la patrie, jusqu'en arriver au sacrifice suprême, mais c'est vraiment de travailler pour les générations futures et de faire en sorte que le monde soit meilleur plus tard. Quand on a fait la visite ici, on a visité notamment les arbres avec les élèves, et je me suis arrêtée, je leur ai parlé, je leur ai dit, vous voyez, quand on plante un arbre, vous ne bénéficierez probablement pas du bénéfice d'avoir planté cet arbre, mais vous le faites parce que ce que vous voulez, c'est que le monde soit meilleur pour les prochaines générations. C'est exactement comme ça que je vois la vie et le combat de Lumumba. Il a fait en sorte que les choses soient meilleures pour nous aujourd'hui, et c'est notre responsabilité à nous aujourd'hui de faire en sorte que les choses soient meilleures pour les générations à venir, ces enfants qui sont là aujourd'hui. La Première ministre, avec une approche décontractée et sans protocole, a échangé avec les élèves, créant un cadre chaleureux et accueillant. Les rires et les sourires se mêlaient aux larmes de souvenirs dans un acte symbolique fort, unissant les générations autour des valeurs de Lumumba. Sur le marché de change, la Banque centrale du Congo affiche depuis la date du mercredi 15 janvier 2025 un dollar américain à 2828,50 francs congolais, un euro à 2887,98 francs congolais, un franc CFA à 4,40 francs congolais, un rand, la monnaie sud-africaine, à 149,31 francs congolais. Au samedi 18 janvier 2025, au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais le dollar dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, 2800 francs congolais au centre-ville, précisément sur l'avenue Tambalbaye dans la commune de La Gombe, 2850 francs congolais auprès des opérateurs de télécommunications. 2800 francs congolais, c'est le taux observé à la fois à Gbadolité au nord Ubangui, à Mbandaka dans la province de l'Équateur, ainsi qu'à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Dans la province du Haut-Touélé, précisément dans la ville d'Issiro, et à Lusambo, chef-lieu du Sankourou, le roi dollar s'est négocié également à 2800 francs congolais. Dans la ville montagneuse de Matadi, le taux constaté est celui de 2840 francs congolais pour 1 dollar américain. 2800 francs congolais, c'est le taux fixé par les cambistes dans la ville d'Inongo. Nous sommes là dans la province du Maïndombe. Enfin, ce week-end, le pic du taux d'échange parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé à Kisangani, Boyoma, dans la province de la Chopo, où 1 dollar américain a valu 2850 francs congolais. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 18 janvier 2025. Didi Mavambo Nombo Lopepe Frédéric pour le commentaire. Baisse généralisée du cours du pétrole à la clôture de la semaine à New York. Le cours de l'or noir a reculé de 1,13%, valant 77,82 $ le baril. Et à Londres, il a chuté de 0,93%, négocié à 80,60 $ le baril. Le cours du gaz naturel, par contre, a fini la semaine en hausse de 0,82%, en se négociant à 395 $ les kilowattheures. Hausse également du cours du cuivre de 0,77%, valant 9 123,09 $ la tonne. Le prix du cobalt s'est maintenu à 24 300 $ la tonne et celui de l'or fixé à 2702,23 $ l'once.
Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale des prix est baissière à la clôture de la semaine. Le cours du maïs a chuté de 0,10%, coûtant 484 $ la tonne. Celui du riz a aussi reculé de 0,10%, se négociant à 14,81 $ la tonne. Celui du blé a baissé de 0,09%, valant 539 $ la tonne. Pour les autres produits agricoles, la tendance générale des prix est haussière à la clôture de la semaine. Le cours du café a connu une hausse évaluée à 0,37%, négocié à 328 $ la tonne. Celui du cacao a grimpé de 6,39%, se négociant à 11 173 $ la tonne. Le cours du coton a accru de 1,30%, coûtant 68 $ la tonne. L'année 2024 a été marquée au Fonds de promotion de l'industrie FPI par plusieurs événements dans le sens de contribuer un tant soit peu à l'essor industriel et à l'amélioration des conditions de vie des populations en République démocratique du Congo. L'essentiel des activités organisées par le FPI en 2024 dans cette rétrospective préparée par la cellule de communication du FPI. Suivez. « 2024 a été une année de plusieurs challenges au Fonds de promotion de l'industrie. Elle a marqué la gestion du duo Bertemu Tshisekedi et Jenna Bassiala Landou, respectivement directeur général et directrice générale adjointe sur la supervision du conseil d'administration dirigé par Madame Vicky Katumwa Mokalai. Malgré l'agression rwandaise, l'exploitation illicite de ressources naturelles et la baisse des recettes issues de l'importation et de l'exportation, l'économie de la RDC est restée résiliente. La guerre a eu des répercussions sur la collecte de la taxe de promotion de l'industrie, première ressource du FPI. Il s'est agi également d'une année post-électorale et de mise en place des nouvelles institutions. Des tensions russo-ukrainiennes au Proche-Orient et les élections aux USA ont eu un impact sur l'économie mondiale dont la RDC est tributaire. Beaucoup prédisaient un processus électoral chaotique en 2023 qui affecterait 2024. Dieu merci, l'apocalypse n'a pas eu lieu. En dépit de toutes les agitations, le FPI s'est aligné sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en soutenant l'industrie locale. En 2024, le FPI a financé plusieurs projets tels que l'aménagement des zones économiques spéciales, l'identification des opportunités d'investissement dans les provinces et le développement de l'agro-industrie, comme l'attestent les visites et directrices générales adjointes Jenna Bassiala au Congo central et dans le Grand Katanga. Le conseil d'administration a quant à lui évalué le projet financé, leur état d'avancement et les difficultés rencontrées par les promoteurs tout en les invitant au respect des échéances de remboursement de crédits. Plusieurs projets ont connu des succès. On peut citer Mining Engineering Service, Terra, Bags and Sacks à Lubumbashi et au Congo central, la sucrerie du Kivu et les huileries Krishnovic dans les Kwilu à Vanga. Des mesures idoines ont été prises pour redynamiser quelques projets ayant connu des difficultés d'exécution. En 2024, le DG Bertemu Tshisekedi a aussi exploré plusieurs opportunités et noué des alliances avec les milieux d'affaires africains, européens et asiatiques. À titre d'exemple, les industries sud-coréennes lorgnent sur la production du sel à Moanda. Les Espagnols et les Italiens envisagent la transformation agropastorale
tandis que les Français et les Allemands sont intéressés par le secteur pharmaceutique, la métallurgie et l'industrie chimique en RDC. Grâce à la diplomatie économique prônée par le président Félix Tshisekedi, l'avenir de la RDC sera perçu autrement par tous les pessimistes. L'adhésion du FPI 2024 au réseau des institutions de développement et de financement de la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC est une illustration parfaite de la diplomatie agissante du chef de l'État. Concernant la mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie TPI et le recouvrement des créances, les chiffres démontrent qu'en 2024, le FPI a collecté un montant consistant et réalisé un taux de recouvrement très appréciable pour soutenir l'industrie locale. Le FPI a conçu un plan de vulgarisation de la loi sur les privilèges du Trésor qui lui confère les moyens de contrainte à l'instar de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD. Cette loi lui donne plus de pouvoir vis-à-vis des assujettis récalcitrants, des opérateurs économiques redevables de la TPI à l'importation, des promoteurs indélicats et les bénéficiaires de subventions non affectées. C'est en 2024 que le gouvernement souminois a été nommé avec M. Louis Watum Kabamba comme ministre de l'Industrie. Le FPI sollicite ainsi son appui pour les mesures d'application de la loi précitée. En 2024, le FPI a totalisé 35 ans d'existence les 7 août. Le lancement des activités a été présidé par le ministre des tutelles Louis Watum Kabamba. Les journées portes ouvertes, les visites guidées, la vente de produits des entreprises financées par le FPI et les conférences débats ont permis aux uns et aux autres de comprendre le rôle crucial que joue cet établissement public dans l'économie du pays. Par la même occasion, 14 cadres et agents ayant accompli 30 à 35 ans de carrière ont été décorés par la chancellerie des ordres nationaux. Concernant la gouvernance, l'exercice 2024 a été marqué par la mise en œuvre du schéma directeur d'informatique, le renforcement de capacités du personnel au pays comme à l'étranger et la mise en œuvre du système intégré des marchés publics, et l'engagement de la direction générale à viabiliser les sites pour la construction des logements au profit des agents à Kinshasa et en province. Le FPI a certes fait de progrès substantiels, mais le chemin à parcourir est encore long. En 2025, il faudra relever d'autres défis et mobiliser plus de recettes pour une affectation rationnelle. C'est dans cette optique qu'un nouvel esprit s'impose. Chaque agent ou cadre devra produire un travail de qualité afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise.
L'année 2024 a été riche en événements à l'Inspection générale des finances IGF, sensibilisation sur les bonnes pratiques dans la gestion des finances publiques, renforcement des capacités des inspecteurs des finances, inauguration du nouveau bâtiment de l'IGF baptisé Immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba, organisation de la conférence internationale pour mobiliser la jeunesse contre la corruption. Voilà quelques activités et tant d'autres à l'actif de l'Inspection générale des finances IGF tout au long de l'année 2024. Je vous convie à suivre la rétrospective des activités de l'IGF en 2024 réalisée par la cellule de communication de l'IGF. Dès janvier 2024, l'Inspection générale des finances a présenté lors d'un point de presse l'avenant portant rééquilibrage du contrat sino-congolais où l'Inspection générale des finances a participé activement lors de la renégociation pour le bénéfice de toutes les parties. Tout au long de l'année 2024, l'IGF a organisé plusieurs ateliers et séminaires, notamment celui organisé en février à l'intention des commissaires aux comptes nouvellement nommés avec la collaboration de l'ONEC. Au terme de cet atelier, des brevets ont été remis aux participants. La primature avait souligné l'importance du rôle des commissaires aux comptes en vue de détecter des irrégularités et renforcer la crédibilité dans la gestion des finances publiques. En juillet, l'Inspection générale des finances a eu à organiser sa première journée scientifique présentant les ouvrages de 3 inspecteurs des finances pour marquer son engagement à soutenir la recherche scientifique en matière de gestion des finances publiques. En août, ce service de contrôle supérieur a joué un rôle décisif dans l'annulation d'un contrat de 1,2 milliard de dollars américains pour la production des cartes biométriques, dénonçant ainsi des irrégularités. En octobre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le nouveau bâtiment moderne de l'Inspection générale des finances. En novembre, l'Inspection générale des finances a ouvert ses portes aux jeunes, notamment les élèves, pour les informer sur des questions des finances publiques. Puis en décembre, une grande conférence internationale pour mobiliser la jeunesse africaine contre la corruption a fait grand écho à l'échelle internationale où l'Inspection générale des finances a réuni les inspections générales des finances et institutions assimilées d'Afrique, membres du FIGE, en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption avec comme thème « Mobiliser la jeunesse africaine sur la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs ». Grâce à ces nombreuses actions, l'Inspection générale des finances s'est imposée comme un acteur incontournable dans la modernisation des pratiques financières et la lutte contre la corruption, consolidant ainsi sa réputation au niveau national et international. La corruption est un fléau qui sape les fondations de l'État et prive les populations des services essentiels, pense l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Lingueté. La répression seule ne suffit pas pour combattre, avance-t-il. Pour l'année 2025, l'IGF prévoit de collaborer avec les universités, les écoles, les médias et les organisations de la société civile pour changer les mentalités et construire une culture d'intégrité en RDC. Des programmes éducatifs sont projetés d'être mis en place dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes générations aux dangers de la corruption et aux valeurs de la bonne gouvernance. Les médias seront sollicités pour diffuser des messages de sensibilisation et couvrir les actions de l'IGF. L'Inspection générale de finances va également créer des clubs de bonne gouvernance dans les universités et former des journalistes à la lutte contre la corruption. Les confessions religieuses seront également associées à cette initiative pour promouvoir les valeurs d'honnêteté et de transparence. En parallèle, l'IGF continuera
ses actions de contrôle et de répression, mais l'accent sera désormais mis sur la prévention en agissant sur les causes profondes de la corruption. Le chef de service Jules Alinguete a conclu que la lutte contre la corruption est une affaire de tous et que chacun de Congolais a un rôle à jouer pour construire un Congo plus juste et plus prospère. Cette nouvelle approche de l'IGF est une étape importante dans la lutte contre la corruption en RDC. L'inspecteur général de finances chef de service, Jules Alinguete Kay, était en tête-à-tête avec plusieurs délégations et personnalités en 2024 dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'implémentation de la bonne gouvernance. Au mois de mars, le patron de l'IGF a reçu une délégation du COMESA venue s'enquérir des conclusions de l'audit de la CONAC. Signalons également que le chef spirituel de l'église kimbangiste, Simon Kimbangu Kiangani, avait échangé avec l'inspecteur chef de service, Jules Alinguete, où il l'a encouragé par rapport au travail de lutte contre la corruption qu'abat l'Inspection générale de finances. En avril, l'ancien ministre de la Justice, Luzo Lobambi, et le président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO, Ernest Mpararo, avaient effectué le déplacement de l'IGF pour féliciter les efforts de l'inspecteur général de finances Jules Alinguete dans l'instauration de la bonne gouvernance dans la gestion publique. Autre délégation, ce sont les athlètes congolaises et les staffs techniques des disciplines sportives ayant pris part au 13e Jeux africains d'Accra au Ghana qui ont sollicité l'implication de l'IGF pour les paiements de leurs primes. De même, 50 élèves du complexe scolaire Sacré-Cœur de Lansele qui ont été édifiés sur les notions de la bonne gouvernance financière par l'inspecteur général de finances chef de service. En mai, l'inspection générale de finances a reçu la visite de quelques gouverneurs de province venus implorer le soutien et l'accompagnement de ce service de contrôle supérieur. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitongwa, ainsi que celui du Sankuru, Victor Kiteng. Suivi en juin, des animateurs de province de Kinshasa, Daniel Bumba, celui du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, et celui de la province du Maïndombe, Kevin Nkoso. Jules Alinguete avait été reçu en audience par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui avait demandé la transmission de tous les rapports de faits de corruption établis par l'IGF. Le ministre de Finances, Doudou Fouamba, avait lui aussi reçu le numéro 1 de l'IGF Jules Alinguete, avec qui ils ont dressé un état des lieux de finances publiques de la RDC. En août, le sénateur honoraire Denis Kambay a eu un échange avec l'inspecteur général de finances chef de service pour être éclairé sur des fonds alloués aux provinces de l'espace du Grand Kassai concernant les travaux de réhabilitation des infrastructures pour le bien des populations. Et puis cette page noire, l'inspection générale de finances a connu 2 morts successives, notamment du chef de service adjoint Victor Batoubenga Pandamadi et de Romain Potongumba, chef de brigade des dépenses publiques. Les 2 inspecteurs généraux de finances ont été 2 animateurs majeurs dans la lutte contre la corruption aux côtés de Jules Alinguete pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Suivez ce moment douloureux dans ce reportage. L'année 2024 n'était pas que celle de bonnes nouvelles à l'inspection générale de finances. En effet, ce service d'audit supérieur a connu 2 pertes énormes de ses inspecteurs généraux de finances. Au mois d'octobre, à quelques jours de l'inauguration de son nouveau bâtiment R+8, l'IGF connaîtra la disparition du chef de brigade des dépenses publiques, Romain Potongumba, le 4 octobre, des suites d'une courte maladie. Ce dernier fut caractérisé par son intégrité durant ses 36 ans de carrière et il a contribué énormément dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Parmi ses missions, l'on peut citer l'assainissement du fichier de la paie des fonctionnaires de l'État. Pour bien honorer sa mémoire, des hommages lui ont été rendus à l'enceinte même de l'IGF avant d'acheminer sa dépouille au Congo central natal pour y être enterré. Comme si cela ne suffisait pas, au mois de novembre, l'IGF va encore perdre son chef de service adjoint, Victor Batoubenga Pandamadi. Ses proches collaborateurs de Jules Alinguete a succombé en Bruxelles suite à une longue maladie. C'est à l'esplanade du Palais du Peuple que la dépouille de l'inspecteur général de finances, chef de service adjoint, a été exposée. Plusieurs personnalités
de la République ont fait les déplacements pour honorer ces dignes fils du pays. Pour récompenser ces bons et loyaux services rendus à la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a admis Victor Batoubenga à titre posthume au rang des héros nationaux Kabila Lumumba comme étant commandeur. C'est au cimetière de Mbenteke Nouvelle Cité 2 que repose désormais Victor Batoubenga. Que leurs âmes reposent en paix. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement réalisé par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.